Scène 3, les préjugés. Préjugé numéro 1, les personnes handicapées sont en fauteuil roulant. Donc ça, c'est nos acteurs qui ont choisi de commencer par ce premier préjugé par rapport à l'accessibilité et notamment au fauteuil roulant. Donc voilà quelques chiffres. 4% donc, des personnes reconnues travailleurs handicapés sont en fauteuil et 80% des handicaps sont invisibles. Après, on parle de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Quelques précisions pour ceux qui n'auraient pas toutes les informations. C'est une démarche donc, à faire auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. C'est une démarche personnelle donc, qui relève du candidat, pas de l'employeur. C'est une démarche qui est effectivement donc, un dossier et une commission va statuer sur effectivement le fait qu'on donne ou pas la reconnaissance. Donc c'est une attribution qui est non automatique et qui est basée sur des éléments médicaux. Le statut est validé. Il n'y a pas à remettre en cause cette reconnaissance. Et elle est toujours à durée limitée. Alors elle peut être plus rarement de 1, 2 ans, mais en tout cas maximum de 5 ans. Pourquoi la durée limitée à 5 ans? Le handicap peut évoluer, je pense. À un moment donné, oui, au niveau physique, je pense qu'il peut y avoir des évolutions. Oui, c'est ça. Effectivement, alors c'est bien dans cette notion d'évolution qui a une durée déterminée. C'est en fonction donc des éléments qui sont transmis à cette commission qu'elle va acter la durée, qu'elle peut être variable d'une personne à une autre. Et selon effectivement la situation de santé, on va aller sur 5 ans, qui pourra être renouvelé sur la base d'une démarche personnelle, si la personne souhaite effectivement faire cette démarche, et si, pour le coup, au bout des 5 ans, elle est toujours reconnue comme ayant besoin de cette reconnaissance. Alors, je vais peut-être éclairer un peu, juste avec des grands exemples très, très schématiques, mais parfois on comprend mieux. On va avoir des personnes qu'on accompagne, par exemple, très schématique, ancienne coiffeuse, allergique aux produits. Vous voyez bien que du jour au lendemain, sa situation de santé ne lui permet plus d'exercer un métier pour lequel elle a des compétences, elle a de l'expérience. Et du coup, la reconnaissance est bien une reconnaissance du fait que sa santé limite son accès au marché de l'emploi. Donc du coup, voilà, il faut quand même qu'elle ait le temps de faire une reconversion professionnelle, qu'elle puisse bénéficier de tous les outils et mesures mis à disposition par effectivement les structures pour pouvoir revenir sur le marché de l'emploi, mais avec un nouveau métier. Donc ça, c'est voilà, un exemple un peu parlant, en tout cas, sur la durée. D'autres questions ? Puisque la demande de reconnaissance est une démarche personnelle, est-ce que vous connaissez la proportion le nombre de personnes qui n'en font pas la démarche alors qu'elles pourraient ? C'est le dernier rapport IGAS sur la prévention de la désinsertion professionnelle. On parle, alors, par rapport à des études qui sont faites de 10 à 15% de la population salariée qui peut être confrontée à une situation de dégradation de l'état de santé, dont une partie peuvent engendrer, si la personne en fait la démarche, le fait d'être reconnu travailleur handicapé. 10 à 15%. Ça peut paraître énorme. Alors après, j'ai retenu et j'ai extrait un élément de ce rapport, mais il y a d'autres études qui montrent qu'il y a un pourcentage de la population active qui est... donc dans cet ordre-là, qui est confronté à une problématique de santé, alors plus ou moins durable, plus ou moins lourde, mais dont ça nous met en relation par rapport au nombre de personnes qui sont reconnues, au taux d'obligation d'emploi. Et donc on voit que la dimension, elle ne concerne pas... alors aussi, pour faire le parallèle, mais là, ce sont des personnes qui sont identifiées comme étant reconnues travailleurs handicapés, sachant aussi, petit élément législatif, la loi de 2005... sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés des personnes qui sont certes reconnues, donc ça c'est la majorité des cas, je crois que c'est 80%, mais vous avez aussi des personnes qui peuvent être titulaires d'une pension d'invalidité, qui sont accidentées du travail, qui sont titulaires de l'allocation adulte handicapé. Donc en fait il y a un schéma, un registre qui est plus large, et on a au niveau des demandeurs d'emploi, mais là qui sont identifiés, c'est dans notre région c'est 10%. Au niveau national, c'est, je crois, 8-9%. On est un petit peu supérieur parce que justement, il y a des différences aussi d'identification et de démarches qui sont faites par les personnes. Mais donc, l'idée de se dire, la population active, les personnes en situation, qui sont salariées, 10-15% d'une population, c'est intéressant à avoir comme en tête sur la problématique.
Moi, je voulais juste amener une précision en fait sur cette question-là, parce qu'en fait, elle rejoint la première préoccupation qu'on avait tout à l'heure, c'est il faut sensibiliser, il faut pas sensibiliser, parce qu'en fait, dans l'entreprise, on subit le fait de la société qui n'intègre pas, qui n'inclut pas la personne handicapée, puisqu'elle la connaît comme différente. Quand on est différent, c'est pas forcément un statut qu'on a envie de porter. Donc, vous avez des personnes pour qui le handicap est présent, ou la problématique de santé existe, mais je vois pas l'intérêt d'aller prendre une claque en prenant le statut de travailleur handicapé tout de suite, quoi. Donc vous avez des personnes qui, même si vous êtes confronté à ça tous les jours dans l'entreprise, vous avez des personnes pour qui il y a un problème de santé, mais elles ne vont pas faire la démarche, parce que tout simplement, elles ont le même problème que nous on a tous dans notre société, qui est de reconnaître l'autre différent. Et donc se reconnaître différent, c'est pas simple. Donc quand on parle d'accompagner l'entreprise et les équipes de travail, on n'accompagne pas simplement des personnes ou des équipes, on accompagne une société à changer son regard. Et donc, aller demander le statut de travailleur handicapé, c'est pas un truc tout simple. Voilà. C'était juste une remarque purement personnelle. C'est juste pour apporter une précision sur le fait que 4% seulement des personnes reconnus travailleurs handicapés sont en fauteuil roulant. Nous, chez Neolia, effectivement, sur 36 collaborateurs physiquement présents dans l'entreprise en situation de handicap, un seul est en fauteuil roulant. Donc on est même, voilà, dans certaines entreprises, il n'y en a pas du tout. Donc voilà, nous on est en dessous de 4% de l'effectif de travailleurs en situation de handicap, avec un handicap visible, notamment un fauteuil roulant, quoi. Bonjour, il y a un mot que je ne vois pas dans la présentation, c'est le mot invalide. Parce que souvent on considère quelqu'un qui a des difficultés invalide, quoi. Quelle différence entre les travailleurs handicapés et invalides? La notion d'invalidité, c'est une pension, c'est une relation exclusivement en lien avec du droit à la pension d'invalidité qui date de la Première Guerre mondiale. Donc on a maintenu un statut pour avoir une indemnité par rapport à une situation qui est la pension de première, deuxième ou voire troisième catégorie. Mais c'est simplement un acte administratif. Et effectivement, on ne parle plus d'invalides. Nulle part. D'accord ? On parle de personnes en situation de handicap, bénéficiaires d'une reconnaissance d'un statut de travailleur handicapé. On parle de personnes bénéficiaires de pension d'invalidité. Mais vous voyez, on met bien la personne devant le... Donc l'invalide qu'on a connu après la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est bien devant une personne qui a des droits, comme toute autre personne. Elle bénéficie d'une pension d'invalidité, d'une rente accident du travail, d'une allocation aux adultes handicapés. Voilà, on n'utilise plus ce terme-là en termes de droit et de reconnaissance. Ça n'existe plus. C'est comme la définition du travailleur handicapé. Hein, on parlait avant de travailleur handicapé léger, moyen, lourd. D'accord ? Aujourd'hui, on n'est plus léger, moyen ou lourd. Si on est handicapé, on l'est. Parce que celui à qui manque un bras, est-ce que c'est léger, moyen ou lourd ? Ça dépend de comment on vit. Donc on est vraiment recentré dans la société depuis 2005, mais déjà un peu avant, sur la notion de situation de handicap. Et en fait, derrière, il y a des droits sociaux qui existent, comme il existe le revenu social, des choses comme ça, mais on a laissé tomber ces termes au profit effectivement de la reconnaissance de la personne. Je ne sais pas si ça vous donne une explication. Mais en tout cas, la notion d'invalide n'existe plus. Elle n'existe plus à part en termes de droit. Je vous remercie pour cette réponse, mais certains ministres précédents ont quand même fait disparaître la reconnaissance RQTH dans certaines situations. Ils ont remis la situation d'invalidité à 50% pour les départs en retraite anticipée, entre autres. Je voudrais juste rebondir sur un chiffre qui a été donné tout à l'heure. 8 à 10% des personnes ne se déclarent pas comme, font pas les démarches personnelles pour être déclarées comme handicapées. Je pense que par rapport à cette démarche, il y a une peur, au-delà de l'image qu'on peut renvoyer en tant qu'handicapé. Il y a quelque chose qui fait peur, c'est toutes les complications qu'il va y avoir derrière, c'est-à-dire au niveau bancaire, au niveau assurance, donc tous les freins qui peuvent nous être imposés lorsque la reconnaissance est faite. Quand vous faites la démarche auprès de la MDPH de faire la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, le seul qui aura le résultat et qui aura la position de la MDPH, c'est vous. C'est la personne qui a déposé son dossier.
Donc elle aura en retour soit une fin de non-recevoir, soit effectivement un document, 2 documents même. Un document qui lui reconnaît la qualité de travailleur handicapé, mais ce document-là, il sera diffusé à personne. Donc, si la personne souhaite, c'est ce que je disais tout à l'heure lors de l'entretien d'embauche, si la personne souhaite parler de ce document et parler de cette reconnaissance, alors déjà, ça n'enlève rien à sa situation de santé, ça ne résout rien, mais ça lui ouvre des droits qu'elle peut ou pas mobiliser. Et si effectivement elle souhaite être accompagnée dans sa recherche d'emploi en prenant en compte sa santé, pour le coup, pour venir vers nos services, on va lui demander si elle a cette démarche et si elle a cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mais si elle souhaite la garder dans un tiroir chez elle, elle peut aussi. Donc on peut, après c'est pas simple à faire la démarche. Le plus dur, si j'allais dire, je pense, la phase avant de faire le dossier. D'effectivement se dire, parce que les candidats qu'on accompagne, on va peut-être leur demander par rapport à ça, à quel moment du coup vous avez fait si certains veulent réagir, quel moment vous avez fait cette reconnaissance, est-ce que ça a été facile de la faire? Est-ce que vous en parlez ou pas? Personnellement, je me suis retrouvée licenciée économique. Je travaillais dans l'hôtellerie. Et puis, quand je me suis retrouvée en CSP, merci, ma conseillère, quand j'ai dit qu'il y a des choses que je ne pouvais plus faire, elle m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas une reconnaissance de travailleur handicapé? Et tout de suite, moi, j'ai regardé, je fais, non, mais ça, je ne suis pas handicapée. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que ça pouvait m'ouvrir des droits. Et il est vrai que j'ai fait cette reconnaissance. Après, bon, j'ai bien compris, j'ai intégré que c'est pas le fait de faire cette reconnaissance qui enlevait ou qui a ajouté quelque chose. Enfin, si, ça a ajouté, parce que j'ai pu justement reprendre des formations grâce à cette reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais c'est vrai que ma première réaction fut de dire non, je suis pas handicapée, quoi. Je trouve que la remarque de monsieur tout à l'heure est pertinente. Effectivement, le statut de travailleur handicapé, si on le prend stricto sensus dans le cadre d'une obligation d'emploi, ça va être un avantage. Mais je reconnais effectivement que lorsqu'on est en situation de handicap et qu'on doit aller effectivement faire un dossier auprès de sa banque pour avoir un emprunt, on va vous demander un questionnaire de santé. Et on peut ne pas parler du statut de travailleur handicapé, sauf qu'il faut faire le statut, il faut parler du questionnaire de santé et il ne faut surtout pas se tromper au risque que l'assurance ne soit pas valide derrière. Donc je trouve qu'effectivement, on est devant 2 niveaux. Il y a la partie où on est sur la question travail et effectivement, c'est l'avantage de faire reconnaître un statut pour prendre en compte nos limites, nos compétences et tout ça. Et puis après, effectivement, sur le plan sociétal, il y a aussi des vraies questions de fond quant à la reconnaissance des personnes à partir de droits ou aux assurances ou choses comme ça. C'est valable pour les personnes qui arrivent à un certain âge qui veulent faire un emprunt. On est devant des vraies questions comme ça. Mais là, on est devant des questions de choix. Après, c'est important. Mais s'il y a la santé, si le problème de santé est là, que vous ayez le statut de travailleur handicapé ou pas, les questions d'ordre de notre environnement social et d'ordre économique, elles existeront toujours. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Et ça peut être des fois des freins. Ça peut faire partie de ces freins. Et on retombe dans la logique de tout à l'heure qui est pourquoi faire valoir quelque chose qui n'est pas positif, hein? Le handicap n'est pas perçu dans notre société comme un événement positif, hein? Il reste encore négatif. Et on ne sait pas mentalement porter une représentation négative. Il faut le savoir. Oui, là encore, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Bien souvent, de manière très majoritaire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, dans les entreprises, le handicap a une perception comme une faiblesse et que les gens ne veulent pas montrer leur faiblesse parce qu'ils considèrent que ça va être un frein, soit une embauche, soit une évolution professionnelle. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire évoluer cette perception, puisque c'est une perception. Et je pense que, donc là, on recueille un certain nombre d'éléments qui vont dans le sens positif, que ce serait bien qu'on puisse effectivement avoir un certain nombre d'éléments de réponse qui permettent de montrer à la personne en quoi finalement ça lui apporte un certain nombre de choses. On parlait par exemple des parents en retraite, d'aménagement de poste, etc. Et je pense que ce serait extrêmement important que entreprises, nous soyons dotés d'éléments de réponse là-dessus. Pour rebondir sur votre question, les freins, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un indicateur pour dire voilà, les personnes reconnues travailleurs handicapés ne sont pas plus absents parce que c'est ça aussi l'absence de cette catégorie de personnes, quoi. Préjugé numéro 2, les personnes handicapées, ça coûte une fortune aux entreprises.
Donc on a déjà évoqué cette partie financière dans différents échanges. Donc effectivement, qui dit personne reconnue travailleur handicapé ne dit pas forcément aménagement de poste obligatoire. Juste, enfin, c'était pas prévu. Témoignage, j'ai personnellement pris une personne en contrat dans notre agence il y a quelques années. C'était une personne, donc handicap invisible, problème de cœur. Elle est restée plusieurs mois avec nous, 0 €. Je me suis juste assurée qu'il y avait un défibrillateur dans le secteur, mais je veux dire, ça a coûté 0. Comme quoi, le handicap n'est pas forcément source de dépenses pour l'entreprise. Oui, effectivement, comme on le disait, déjà, il y a un certain nombre de handicaps qui ne nécessitent pas forcément d'aménagement particulier. Je prends le cas d'une personne, par exemple, diabétique, qui sait ce qu'elle a à faire, qui travaille à des horaires bien précis, qui suit son traitement, pour laquelle il n'y aura pas forcément d'aménagement, d'adaptation de poste à faire, si ce n'est que des collègues aient un peu de bienveillance à son égard, mais comme envers tous les autres collègues, pour s'assurer que tous les matins ça va. Je dirais que ça, c'est juste le b.a.-ba des relations humaines. Après, pour les aménagements, il y a 2 types d'aménagements aussi. Il n'y a pas forcément que des aménagements matériels qui coûtent de l'argent. Il y a aussi des aménagements organisationnels qui nécessitent aucun moyen, j'allais dire, si ce n'est un peu de bonne volonté et de se creuser la tête pour savoir comment on peut organiser le travail au sein d'une équipe. Ce sont des aménagements d'horaire, par exemple, enfin des choses toutes bêtes où effectivement on autorise une personne, tout en faisant son temps de travail réglementaire, peut-être à prendre son poste avec une demi-heure de décalage pour qu'elle puisse effectivement suivre son traitement qu'elle doit prendre à heure fixe le matin ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont des aménagements qui ne coûtent rien à l'entreprise. Ensuite, au sujet des aménagements matériels, effectivement, pour les personnes qui bénéficient de la RQTH ou autres, comme on le disait tout à l'heure, l'employeur peut se rapprocher effectivement du SAMET, qui est d'une aide très précieuse sur le montage de dossiers pour demander des subventions. Et c'est vrai qu'au final, nous, chez Neolia, on aménage quelques postes de travail chaque année. Ça nous permet de bénéficier de subventions de la part de la GFIP à hauteur de 50%. Ça dépend du type de matériel. Ça peut aller jusqu'à 70%. J'ai déjà eu dans le passé, je crois que ça ne se fait peut-être plus aujourd'hui, mais j'ai déjà eu 100% de subventions. Ça ne se fait plus. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on est sur des bases à hauteur de 50% en général. Voilà, ce sont parfois des choses qui, d'emblée, déjà à l'origine, ne coûtent pas bien cher, mais qui, en plus, peuvent coûter la moitié du prix d'origine à l'entreprise par le biais de ce montage de dossier. Katia Valentin a déjà plus ou moins tout dit. Donc, en effet, voilà, si le besoin d'un aménagement quelconque se fait ressentir lors d'un recrutement d'une personne handicapée ou même pour l'aménagement d'un poste de travail de l'un de vos salariés, les équipes du Cap Emploi et du SAMET peuvent vous aider tout d'abord à identifier les solutions d'aménagement, donc des aménagements pérennes pour la personne et raisonnables en termes de coûts, par exemple, pour l'entreprise, évidemment. Donc nous, on peut vous aider à identifier ces solutions d'aménagement et vous aider à monter des dossiers de demande de financement par le biais de la GFIP, donc pour vous aider à supporter le coût des aménagements, qu'ils soient organisationnels ou matériels. Et en général, évidemment, on ne part pas sur des aménagements où on vous demande de raser les murs et tout reconstruire pour certains postes. Évidemment, on essaie de faire des aménagements raisonnables, bien évidemment. Oui, c'était complété, mais c'était important de dire. C'est vrai que l'idée, c'est qu'il y a 3 niveaux d'intervention qu'on favorise à la GFIP par nos financements, donc qui sont les contributions que les entreprises ont dans le cadre de leur obligation d'emploi. C'est, on le sait, donc des aides financières qui sont là, je dirais, en aval d'une solution qui a été trouvée, de pouvoir participer, alors effectivement avec l'aide de l'entreprise qui aussi est actrice dans le sujet, sur des aménagements de postes techniques, mais l'intervention notamment du service d'appui, du SAMET, c'est important parce que c'est un service qui est gratuit, c'est-à-dire qu'en fait ça fait partie des aides, enfin en tout cas des financements. On n'est pas les seuls à les financer puisqu'ils interviennent aussi auprès des employeurs publics. Donc on a le fonds, l'équivalent de la GFIP pour le fonds public, qui intervient aussi pour donc tout type d'entreprise, quel que soit l'employeur, quel que soit le secteur. On a une solution avec des aides financières, mais aussi du service et du conseil. Et ça, vous l'avez rappelé, c'est important. Alors pour monter le dossier de subvention, parce que comme on l'a dit, il reste, même si on veut s'améliorer sur la simplification, il y a quand même des démarches. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui,
c'est très précieux d'avoir une intermédiation par le Cap Emploi ou Samet. Et effectivement, on va essayer de s'améliorer encore pour avoir une aide encore plus directe, mais en tout cas, c'est cette plus-value-là, mais c'est aussi la plus-value du conseil, c'est-à-dire que quand on parle de maintien dans l'emploi, avec l'employeur, avec le médecin du travail, avec le salarié, et le Samet va contribuer à trouver des solutions ou à optimiser des solutions qui ont été évoquées dans l'entreprise. Donc il y a bien la notion financière, la notion aussi de conseil qui est très importante. Comme on parle de coûts, je voulais juste rebondir aussi sur quelque chose, je ne sais pas si ça a été abordé depuis le début, mais on parle beaucoup du recrutement direct de personnes en situation de handicap. L'entreprise a aussi d'autres moyens de remplir son obligation légale. Il n'y a pas que l'emploi direct de collaborateurs en situation de handicap. Il y a d'autres façons, notamment l'accueil de stagiaires et le fait de faire travailler des structures, des secteurs protégés et adaptés. Nous, pour l'accueil de stagiaires, on a des partenariats très très efficaces et on s'adresse là à des employeurs de la région. Je tiens à mettre un petit peu en avant, nous, le partenariat qu'on a avec le centre de réadaptation de Mulhouse, parce que c'est tout près, hein, on est à Belfort ici, en 25 minutes on est à Mulhouse. Il y a ce centre de réadaptation de Mulhouse qui dispense un grand nombre de formations qu'on n'imagine même pas et qui mettent en relation leurs stagiaires avec nos entreprises et qui nous permettent d'accueillir ces stagiaires en stage dans notre entreprise. Et ce qu'il faut savoir pour les gens qui ne le sauraient pas encore, c'est que dès la 35e heure de stage, une personne en situation de handicap que l'on accueille en stage compte dans l'effectif handicapé, entre guillemets, de l'entreprise. Donc, moi, j'invite toutes les personnes présentes à se rapprocher de ce type de structure. Cap Emploi, bien évidemment, nous propose aussi régulièrement des stagiaires. Après, je veux aussi mettre l'accent sur la sous-traitance avec les secteurs protégés et adaptés, parce que le fait de faire travailler des personnes de ces entreprises pour des prestations diverses dans nos entreprises nous permettent également de décompter des unités qui nous permettent de remplir en partie ou en totalité notre obligation d'emploi. Et c'est vrai qu'on a souvent l'image des entreprises qui proposent des prestations d'entretien d'espaces verts, parce que c'est assez historique que de penser que dans nos entreprises, on ne peut faire appel à ces structures que pour ce type de travaux. Mais il y a plein d'autres choses qui existent aussi. Notamment le petit déjeuner que vous avez vu ce matin a été livré par un ESAT. Nous, chez Neolia, on fait appel à ces structures pour de la destruction de documents, pour du marquage au sol de places pour personnes à mobilité réduite, de l'enlèvement d'encombrants, du nettoyage de halls d'immeubles, mais ça peut être du nettoyage de bureaux. Donc en fait, il existe plein de prestations que l'on peut confier à ces structures et qui permettent aussi aux entreprises de remplir en partie leur obligation d'emploi et qui coûtent le prix d'une prestation qu'elles auraient payée auprès d'une structure ordinaire. Alors chez Enedis, côté obligation d'emploi, on est légèrement en dessous des 5% au niveau de nos agences sur Alsace et Franche-Comté. Et c'est vrai qu'on trouve un bon complément au niveau des ESAT, puisqu'on fait laver tous les bleus des techniciens qui se rendent chez les clients ou qui travaillent sur le réseau. On les fait laver par l'association donc Marie-Pierre qui se trouve à Alkirch, et qui nous dessert l'ensemble de nos sites pour laver les bleus des techniciens. Donc c'est vrai que grâce à ça, on s'approche des 6% et on le valorise à l'interne, puisque c'est vrai que ça crée de l'emploi. C'est vrai que je rejoins un petit peu Katia, que ça fait longtemps que je connais. Tout d'abord, par rapport au handicap, souvent je dis, j'étais déjà dans ma vie chargé de mission handicap, et quand on parle effectivement des modalités, c'est vrai que la première entreprise où j'étais chargé de mission handicap, ils étaient à 0,4% quand je suis arrivé. Au bout d'un an, ils étaient à plus de 6%. Parce qu'au départ, on m'a dit que c'était pas possible d'arriver aux 6%. Voilà. Donc, ce que j'ai mis en place, bien sûr, on parle de sensibilisation. C'est vrai qu'il faut commencer par là. La direction, c'est le PDG qui m'a recruté. Il me disait que j'ai jamais rien fait et je veux mettre quelque chose en place avant mon départ en retraite. Donc, j'ai commencé déjà par sensibiliser le PDG, parce que lui-même, déjà, il avait des a priori, c'était clair. Puis ensuite, tous les managers. De cette sensibilisation, on a des personnes, des salariés qui sont reconnus, effectivement, qui étaient reconnus et qui sont déclarés, puisque il y avait un message fort et un chargé de mission handicap qui était recruté dans cette entreprise-là. Donc ces personnes sont déclarées. J'ai mis en place de la sous-traitance, effectivement, un milieu adapté. Et j'accueillais effectivement des stagiaires du centre de réadaptation de Mulhouse également, puisque je viens de l'Alsace. Et au bout de effectivement, en passant par la sous-traitance à 3%, l'accueil des stagiaires à 2%, il reste finalement à l'entreprise 1% de recrutement. Donc quand on me dit finalement c'est difficile de faire répondre aux 6% d'obligation d'emploi, je dis non, c'est pas vrai, quoi. Il suffit de répondre à toutes les modalités et on y arrive. Cette modalité qui me dérange un tout petit peu dans cette loi quand même de 2005, c'est quand même les entreprises qui ont énormément d'argent ont le droit finalement de rien faire et de contribuer financièrement. Donc c'est vrai que c'est une contribution également, mais finalement il n'y a aucun acte en faveur des personnes handicapées. C'est vrai que ça
L'argent part chez leurs concurrents, puisqu'on va finalement aménager des postes, et c'est bien que la GFIP effectivement récupère cet argent-là. Mais de l'autre côté, c'est quand même un peu gênant qu'effectivement, je pense qu'au final de la loi, il faudrait peut-être revoir cette dernière modalité qui me dérange un tout petit peu par rapport à ça. L'autre question, en tant que dirigeant, aujourd'hui je suis dirigeant d'une entreprise adaptée. Effectivement, on parle de Marie-Pierre, mais nous, ces ateliers Sinclair, on fait également de la blanchisserie, on fait restauration, on fait propreté, espace vert, 150 salariés en situation de handicap. Je dirais, en tant que dirigeant, la première chose qu'on a se poser la question, c'est « et s'il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je souhaiterais pour moi ?» En tant que dirigeant, je crois qu'une fois qu'on a répondu à ça, on va ouvrir plein de choses. Quand on recrute des compétences, bien sûr, c'est ce qu'on recrute, c'est des compétences, pas du handicap. En tant que chargé de mission handicap, j'étais à un moment donné dans une entreprise et on m'a dit « Monsieur Wirtz, j'ai essayé avec les personnes handicapées, j'ai essayé de répondre à l'obligation d'emploi, j'ai recruté des personnes handicapées, mais ça ne marchait pas, quoi. Donc maintenant j'arrête, quoi. » J'ai écouté, moi je l'entends bien. Vous avez certainement recruté des personnes valides, ça s'est mal passé, vous continuez toujours à recruter des personnes valides. Donc à un moment donné, se poser la question, pourquoi ? Il faut analyser la chose. Est-ce qu'il y a une sensibilisation ou pas, qui a été faite au niveau des managers, au niveau de tous les salariés ? Et ensuite, voilà, au niveau on parle aussi de la RQTH, sur la durée. Effectivement, on parle de personnes en situation de handicap. Effectivement, on peut avoir un handicap par rapport à une situation. Là encore, une fois, une entreprise m'a appelé, il y avait la déclaration, la DETH à faire. Et on me dit, écoutez, monsieur Wirtz, le problème, c'est que j'avais accueilli un stagiaire il y a quelques années de chez vous, je l'ai recruté. Aujourd'hui, il a plus sa RQTH. C'est quand même embêtant, parce qu'au niveau de la déclaration, moi, je ne peux plus le déclarer. Je me dis, où est le problème ? Il me dit, oui, mais attendez, vous l'avez recruté quoi ? Pour ses compétences ou pour son handicap ? Et là, pareil, il me dit, oui, vous avez raison, quoi. Donc, surtout, la première question, c'est avant tout, on parle de personnes, alors, même aujourd'hui, j'ai entendu les handicapés. Chaque fois que j'entends le mot, moi, les handicapés, moi, ça me dit, mon poil s'irrisse, quoi. On parle avant tout d'humains, de personnes, et que ça peut arriver à tout le monde. Et ça, on oublie encore une fois ces choses-là, où il y a une autre anecdote, un PDG qui me dit, vous savez, monsieur Wirtz, finalement, les handicapés, c'est l'industrie, c'est le bâtiment qui les crée, parce que c'est des métiers difficiles. Alors je dis, peut-être, mais pas que. Je dis, effectivement, vous êtes PDG, vous avez la chance d'avoir un bon salaire. Ce qui vous permet effectivement de faire du ski, tiens. Vous vous rappelez la personne qui était pilote de Formule 1 ? Dans ses loisirs, dans son métier, il n'a pas eu d'accident, mais aujourd'hui, il est en situation de handicap, par ses loisirs. Donc finalement, ça parie à tout le monde. Préjugé numéro 3. Les personnes handicapées sont plus fragiles et plus souvent en arrêt maladie. On parlait tout à l'heure de taux d'absentéisme par rapport aux personnes dites valides. Il faut savoir que chez nous à la Poste, alors j'ai pris des chiffres Franche-Comté, 54% des arrêts de travail sont supérieurs à 2 jours. Ce même taux sur les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, le taux descend à 38%. Donc comme quoi, effectivement, alors effectivement, il peut y avoir des pathologies, enfin des absences plus longues, on est d'accord. Mais par contre, on va dire que une personne handicapée aura tendance à être beaucoup plus souvent absente. Ben non, dans les faits, une personne souvent handicapée n'est pas plus, ou voire moins absente qu'une personne dite valide. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Gallet. Depuis 2015, je n'ai eu que 3 jours d'arrêt maladie. Préjugé numéro 4. Les personnes handicapées sont incompétentes. Alors juste pour rajouter quelque chose, aujourd'hui, comme le disait Katia, en fait, nous avons fait appel à la sous-traitance, donc notamment un ESAT, pour les petits déjeuners, l'impression des dépliants. Finalement, est-ce que vous avez vu une différence ? Eh oui, je pense que tout le monde a la réponse. C'est juste pour rebondir sur ce qui est noté en fait à l'écran. Hein. Effectivement, les entreprises adaptées de Morvillard, Etup et Ricourt sont sous-traitants pour l'industrie automobile. Est-ce que le matin, quand vous montez dans votre voiture, vous avez un doute quant au fait que la voiture soit bien montée, bien assemblée, etc. Non, parce que vous faites confiance aux gens qui l'ont construite, cette voiture. Et dans les sous-traitants de PSA notamment, vous avez des entreprises, des secteurs protégés adaptés qui travaillent justement, qui sont soumises à des règles et des normes et des règles de qualité très très strictes. Donc on ne se pose pas la question de savoir quand on va travailler le matin et quand on monte dans sa voiture qu'une partie des pièces de l'entreprise, de la voiture, a été montée par des entreprises de ce type. Je vous invite, si un jour vous avez l'occasion, c'est d'aller visiter, alors je m'excuse, je ne cite que celle-ci parce que je la connais, l'ESAT de Belfort au Glacis. Vous serez très étonnés de tout ce que font ces personnes, et notamment qui travaillent pour des entreprises comme Canson, Clairefontaine, c'est eux qui vous mettent les petites feuilles de Canson de couleur que vous utilisez pour vos enfants à l'école.
c'est eux qui font, qui comptent, etc. Ils font également de la production de pièces automobiles. Voilà, c'est énorme ce qu'ils font. Préjugé numéro 5, les personnes handicapées ne sont pas autonomes dans leur travail. Alors, sur certains postes, évidemment, et selon le handicap, il va falloir faire éventuellement des aménagements, ou effectivement, soit des aménagements pour permettre à la personne de travailler seule, soit ce ne sera pas possible qu'elle travaille seule, et à ce moment-là, il faudra le prendre en compte dans l'organisation des services. Alors sur Montbéliard, on a une collègue qui est déficiente visuelle, on va dire assez fort, et donc on a financé un Zoom texte. Donc toutes les autres, elle est conseillère clientèle, hein, donc elle répond aux appels des fournisseurs. Tous les autres collègues travaillent avec 2 écrans pour permettre d'ouvrir différentes applications en même temps. Elle forcément n'en a qu'un, et en plus elle voit 3 ou 4 mots maximum sur l'écran. Et ça rejoint un peu le préjugé précédent, puisqu'on calcule des temps de communication hein, pour optimiser les temps d'appel, et elle fait partie du top 3 des meilleurs temps d'appel. Voilà. Et puis à côté de ça, on a également une personne qui est plus un peu sur du management, qui est déficiente auditive. Et donc on vient de lui acheter un appareil pour lui permettre en fait d'entendre en réunion, puisqu'elle peut pas entendre au téléphone par exemple. Donc c'est pour le quotidien, c'est pas gênant hein, puisqu'on travaille beaucoup par mail. Par contre en réunion, ça posait souci, et c'est vrai que les nouvelles technologies sont fortement appréciées dans ce domaine, puisque là ça permet en fait à la personne qui anime la réunion de parler dans un micro, et ça lui réinjecte en fait directement dans ses oreillettes. Voilà, donc ça leur permet, c'est un investissement à un moment donné. C'est pas un coût exorbitant, mais en même temps, une fois qu'on l'a acheté, c'est pour toute sa carrière, donc c'est un investissement qu'il faut faire. Oui, et puis ce qu'il faut avoir en compte aussi, c'est que, fonction du contrat de travail, des gens ne vont pas travailler seuls, comme par exemple les apprentis, qui sont là pour apprendre et donc vont travailler avec d'autres personnes, ou parfois les règles de sécurité dans l'entreprise, qui font que les personnes ne peuvent pas être isolées, et donc doivent travailler accompagnées, handicap ou pas. Préjugé numéro 7. Les personnes handicapées sont moins performantes et moins compétitives. Alors un petit exemple où on a participé l'année dernière, donc le Friandise Trophy. Donc c'est un raid d'aventure l'année dernière qui a relié Strasbourg à Lille, et cette année qui rejoint Bordeaux-Nantes. Donc c'est un raid d'aventure qui est constitué de 2 binômes par entreprise minimum, avec à chaque fois un valide et une personne en situation de handicap. C'est un raid, on va dire, assez costaud, hein, puisque c'est du canoë et du vélo biplace à chaque fois, et tous les soirs on dort sous la tente et on déménage tous les jours. Et donc ont participé donc 2 personnes en situation de handicap, dont la personne malvoyante dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il faut vraiment un fort tempérament, et il y a bon nombre de personnes valides qui n'auraient jamais été en capacité de le faire. Et c'est aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi un bon moyen de parler du handicap autrement, tout simplement parce que là on le valorise. Donc ça fait aussi des challenges entreprises, hein, puisqu'on doit voter en fait pour notre équipe, donc ça nous permet d'en parler. Il y a des petits jeux assez ludiques sur Internet, donc ça nous permet de les mettre en avant, et ils sont revenus transformés. Et tout au long de cette semaine de raid, en fait, il y a aussi des personnes des comités de direction qui sont invitées à aller sur le raid aventure pour faire des épreuves, et ça rapporte des points à l'équipe. Donc c'est vraiment une cohésion d'équipe, et la direction en fait des entreprises qui participent à ce raid aventure s'implique forcément, puisqu'ils sont invités à différentes étapes de ce raid aventure. Donc alors le raid Handifort, on est déjà à sa 10e édition. On m'a demandé d'en parler tout simplement parce que je l'ai déjà fait 4 fois. Simplement, cette manifestation permet de pouvoir faire un partage entre des employeurs, des partenaires, des personnes en situation de handicap. C'est vraiment, il y a une compétition, mais il y a beaucoup plus des échanges et des partages dans l'équipe, entre les équipes, les bénévoles aussi qui gèrent cette manifestation. Et on est sur une gestion avec de la sensibilisation du handicap, puisqu'il y a des actions liées à la langue des signes, au braille. Au niveau sportif, puisqu'il y a une grosse marche, c'est parfois 20 km de marche par jour. Dans la démarche, simplement, c'est montrer que les personnes en situation de handicap peuvent réaliser les choses. Il y a de grosses adaptations. Il y a des associations qui sont spécialisées justement sur les adaptations de sport et d'actions spécifiques, et qui permettent justement de pouvoir changer les représentations, savoir comment faire autrement, et de pouvoir justement être dans un partage et dans un échange enrichissant. Bonjour à tous, Yannick Génisson. Je fais partie du groupe APRR, mais là je voudrais apporter plus un témoignage d'un vécu. Je fais partie également du Besançon Triathlon, et je suis au niveau d'APRR ambassadeur diversité. Je suis devenu ambassadeur diversité
plus par rapport à mon vécu dans le monde associatif. Je m'entraîne régulièrement avec des personnes en situation de handicap. Besançon organisera cette année, pour la 6e ou 7e fois consécutive, la manche française de Coupe du Monde de paratriathlon. Je vous invite vraiment à voir cette épreuve, parce que comme il est écrit ici, ces personnes ne sont pas moins compétitives. Je m'entraîne régulièrement avec. Ils font preuve d'un courage, d'une détermination que beaucoup de gens valides n'ont pas. J'ai initié, dans le cadre d'ambassadeurs diversité, à amener les gens de mon entreprise à participer à l'épreuve de paratriathlon. Voilà, c'est uniquement un témoignage de ma part. Merci beaucoup.